tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un bilan lecture du mois de janvier. D'habitude j'avais l'habitude de faire des updates lecture mais j'avais envie de changer un petit peu de format pour pouvoir essayer de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo si vous préférez ce format ou les updates lecture classiques. J'en ferai mon micmac après. En tout cas, on vient parler de janvier qui a été un mois incroyable au niveau des lectures. J'ai énormément lu, ce qui n'est pas du tout le cas en février parce que là, entre le fait que je retourne au travail plus ou moins à plein temps, du moins en présentiel, et le fait que le week-end dernier on est parti, donc je suis un petit peu fatiguée, cette semaine de lecture a été désastreuse. Je vous filme ça début février, hein. Comparé à janvier, ça n'a rien à voir, je n'arrive pas à lire. Mais bon, on va rester focus sur janvier puisque c'est le thème de cette vidéo. Donc en janvier j'ai lu 13 livres, oui mais moi je comprends pas, d'habitude c'est plus autour de 8, donc là je suis là genre ah oui d'accord. Sur ces 13 livres il y avait un abandon et également 2 audiobooks. Ce qui est bien en janvier, c'est qu'on a commencé à faire les bonnes résolutions puisque j'ai lu 3 livres en anglais, ce qui faisait partie de mes bonnes résolutions. J'ai lu une non-fiction, autre de mes résolutions, et j'ai lu 2 audiobooks, encore une bonne résolution. Donc finalement, je trouve que le mois de janvier est vraiment un très bon mois de lecture. En plus, au niveau de la moyenne de mes livres, je dirais que 80-90% sont des livres où j'ai mis 4 à 4,5 étoiles, donc vraiment un très bon mois de lecture. On va rentrer plus en détail juste après, mais d'abord je vais vous parler de mon abandon qui est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Et je suis très triste de vous dire ça, je suis trop mal parce que c'est le livre préféré de ma mère, que j'en ai entendu parler avec de très bons échos et que j'avais réellement vraiment envie d'aimer ce livre et cette saga parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'histoire et ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait du tout. J'ai pas détesté, loin de là. Je pense que si je l'avais fini, j'aurais donné un 3 étoiles, c'était pas mauvais, c'était pas... Enfin de toute façon c'est pas mauvais Ken Follett, mais je veux dire, je me suis pas ennuyée, j'ai pas détesté. Mais au bout de quasiment 300 pages, je me suis posé la question de si j'étais investie ou pas dans cette histoire, sachant que c'est un bouquin de 1000 pages et qu'après il y en a encore 2 autres de 1000 pages. Et la réponse a été évidente, c'est non. En fait, c'est pas que j'aime pas cette histoire, c'est que j'étais absolument pas investie ni dans les personnages ni dans l'histoire. Je sais pas si c'est parce que au tout début, il y a une scène qui m'a vraiment rebutée et j'étais là genre non, j'accepte pas ça en fait, je peux pas accepter ce genre de scène. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça me faisait ni chaud ni froid cette histoire. C'était pas nul, c'était pas inintéressant, mais j'étais pas du tout investie. Et je me suis dit que j'avais pas le temps de pas être investie sur 3000 pages. Clairement. Donc j'ai préféré le poser, voir si pendant le mois j'avais envie d'y retourner, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et je pense que du coup je vais abandonner définitivement cette série parce qu'il y a d'autres choses qui me donnent plus envie. Et même si c'était pas mauvais, je vois pas l'intérêt de me forcer pour une lecture qui je sais sera bien mais pas spectaculaire. Sur 3000 pages, clairement j'ai pas envie de m'investir là-dedans. Donc voilà, c'était mon abandon de ce mois-ci, malheureusement. Ça l'a pas fait. On va passer du coup par ordre dans lequel je les ai lus à toutes mes lectures du mois. On a commencé tout doucement l'année avec une suite de séries. Il s'agit de The Bone Season, l'ordre des mimes de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Et donc c'est le tome 2 d'une saga qui va comporter au moins 7 tomes je crois, peut-être même 9, il faudrait que je vérifie. En tout cas celui-là c'est le 2e tome, le 3e est déjà sorti et le 4e va sortir dans quelques mois je pense, donc il fallait que je me mette à jour. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Virginie avec qui on lit des De Saxus tous les mois parce qu'on en a plein et qu'on n'arrive pas à les sortir de nos palles. Donc vu que c'est un tome 2, je peux pas vous dire exactement l'intrigue de ce tome. Par contre, je peux vous parler du tome 1 et du monde en général. Donc, alors, dans ce monde mi-dystopique, mi-fantasy, il y a une partie de la population qui fait partie des voyants. Et en fait, ce sont des personnes qui peuvent manipuler ce qu'on appelle l'éther, qui pourrait être décrit comme une espèce d'énergie un petit peu qui englobe à la fois les fantômes, les rêves, les cheminements de pensée entre différentes personnes, ça peut être des oracles, enfin voilà, tout cette
un petit peu entre deux, entre la vie et la mort. Tout ça peut être manipulé pour les voyants, sauf que c'est très mal vu dans cette société et du coup ils sont chassés. Et on va suivre Paige qui elle est une marche-rêve, et les marche-rêves c'est un petit peu le top du top des voyants, c'est les plus forts en gros. Et elle va être enlevée et amenée dans un univers presque parallèle, c'est en fait un autre monde, c'est un petit peu comme un multivers, où là il y a une race d'aliens qui s'appelle les Rephaim, qui en gros mène en esclavage les voyants qui sont envoyés par la société dans laquelle elle vivait. On va suivre à peu près tout ça et surtout son histoire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais je peux pas exactement vous dire ce qu'il en est en fait dans ce tome 2, sinon je vous spoil toute la fin du tome 1. En tout cas c'est une saga vraiment intéressante. Le premier tome est dur, enfin dur. Je pense que Samantha Shannon, et j'avais remarqué ça dans le prieuré de l'Oranger, a tendance à balancer beaucoup d'infos d'un coup, et du coup les débuts sont un peu ardus, c'est rude à comprendre le monde, la construction, le système de magie, c'est pas évident. Et du coup le premier tome avait été un peu voilà, j'avais pas été enjaillée plus que ça, j'avais bien aimé, c'était sympa, mais j'avais pas été waouh c'est trop bien quoi. Celui-là un peu plus déjà parce que du coup je connaissais le monde, donc c'était moins ardu à rentrer dedans, c'était même pas ardu du coup. Et malgré le fait qu'à un petit moment il y a eu un petit passage un peu long et où Paige était un petit peu saoulante, voilà, il y a des moments où Paige, je comprends pas ses réactions, elle est relou, hein, clairement il n'y a pas d'autre terme, alors que dans tout le reste du roman elle est un peu badass, elle sait ce qu'elle veut, elle fonce et tout. Il y a des moments où en fait c'est une gamine. Mais bon, on lui pardonne. En tout cas, c'était une bonne continuation de série et j'ai hâte de lire le tome 3 car la fin du tome 2, même si je m'en doutais, laisse imaginer vraiment une histoire beaucoup plus exponentielle dans la suite de la saga et ça m'intéresse énormément puisqu'on va commencer à voyager et je crois que le tome 3 se passe à Paris et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. On l'a dévoré hein, parce que je sais pas si vous voyez, ça c'est mes post-it pour marquer les différentes parties. Donc on l'a lu en 1, 2, 3, 4 jours. Voilà, il y a 800 pages je crois, 700 pages en 4 jours. C'est qu'on l'a vraiment bien aimé quand même. Voilà, c'était ma première lecture de janvier. Ensuite on va passer à mon gros coup de cœur de l'année où je parlerai très peu dessus puisque j'ai fait un vlog entier consacré à sa lecture que je vous mets juste ici. Il s'agit de La bibliothèque de minuit de Matt Haig publié chez Mazarine. Alors depuis qu'il est sorti, j'ai vu soit des avis dithyrambiques comme le mien, soit des gens qui n'ont pas aimé du tout. Ou alors des personnes qui ont bien aimé mais sans plus. Enfin, mais en général c'est quand même plus tout ou rien. Hein. J'ai vu beaucoup de très bons avis et de personnes qui avaient pas du tout aimé. Donc je pense que c'est un état d'esprit ce livre et si vous n'êtes pas dans la bonne tranche de personnes qui peuvent réagir et être ému et être pris au trip par cette histoire, ça va pas être le livre de votre vie. Si vous êtes dans le même genre que moi et que vous avez un peu des bagages émotionnels, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. On suit l'histoire de Nora qui a une vie désastreuse, enfin, elle pense qu'elle a une vie désastreuse et elle a envie de mettre fin à ses jours et elle se retrouve dans une bibliothèque avec une bibliothécaire qui lui explique que chaque livre dans cette bibliothèque représente sa vie si elle avait fait un choix différent. Et donc Nora va commencer à voguer entre ces différentes vies. Voilà, c'est le pitch de départ. Comme je vous ai dit, je vous en parlerai pas énormément parce que j'ai fait un vlog entier là-dessus. Moi ça a été un coup de cœur phénoménal, ça a été une lecture qui m'a parlé, qui m'a prise au trip. Je me suis retrouvée dans le personnage de Nora, j'avais envie de me secouer en même temps qu'elle. Enfin ça a été vraiment une très belle lecture avec beaucoup de citations magnifiques. En tout cas moi j'en retiens un coup de cœur phénoménal pour ce mois de janvier. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en ai déjà parlé pendant 20 minutes dans mon vlog spécifique. Mais voilà,
c'est une pépite. Ensuite on passe à un thriller puisqu'il s'agit de Dans son silence de Alex Michaelidis, donc publié chez Le Livre de Poche chez moi, mais je crois que à la base c'est Calman Levy, vérifions, c'est bien ça, Calman Levy. Très bon thriller qui malheureusement n'a pas été un coup de cœur parce qu'il manquait quelque chose, mais ça confirme le fait que j'adore les thrillers psychologiques avec un psychologue ou un psychiatre qui fait face à un meurtrier ou un supposé meurtrier. C'est des histoires voilà, qui me prennent et qui me tiennent en haleine un petit peu tout le long. De quoi ça parle du coup? On va suivre Théo, il me semble qu'il s'appelle Théo. Oui, il s'appelle Théo. Donc on va suivre Théo qui est un psychiatre et qui est fasciné par une histoire, un fait divers qui est arrivé. Vous aviez une peintre, Alicia, elle s'appelle, qui était connue dans le monde entier, et il y a eu un fait divers incroyable puisqu'on l'a retrouvée à côté de son mari en sang. Depuis ce moment-là, elle n'a pas ouvert la bouche pour dire un seul mot. Et du coup, vu qu'elle n'a pas pu se défendre, évidemment, tout le monde l'a condamnée et elle est en hôpital psychiatrique depuis. Et lui, il est obsédé par cette histoire et il a envie qu'elle parle, Alicia, et du coup, il va tout faire pour la bouger, pour la secouer, pour la pousser dans ses retranchements, pour qu'elle enfin avoue tout ce qui s'est passé. Et en parallèle on suit donc l'histoire d'Alicia à travers son journal intime qui a été retrouvé, et c'est un très bon roman. J'ai été vraiment tenue en haleine jusqu'au bout. Le twist, je l'ai vu arriver 3 lignes avant la résolution, mais parce que l'auteur nous dit à demi-mot et on ne peut que deviner ce qui va se passer, mais vraiment 3 lignes avant. Du coup c'était très surprenant et je l'avais pas vu venir, et pourtant c'était évident si on lisait bien en travers les lignes. En tout cas c'était un très bon roman. J'ai entendu que le suivant était pas terrible, donc je sais pas si je le lirai, mais celui-là il était vraiment très très bien. Ensuite on passe à ma première lecture VO, donc dans le cadre du club Readtelling qui est géré par Les Affaires de Louise et Fleur de Sureau sur Instagram, qui ont créé un Discord où on lit en fait les livres de boxe anglaise. Et comme vous le savez, moi j'ai fait Reloot, et il y a aussi d'autres LC dans l'année, mais moi j'en ai fait que 2 qui étaient 2 livres Fairyloot en fait. Et grâce à ça, c'est vrai que ça m'a bien bougé à les sortir de ma palle. Donc la toute première lecture que j'ai fait dans ce cadre-là, c'est Jade Fire Gold de June Cieltan, qui est très beau. Vraiment, c'est un très bel objet livre. Et oh, regardez-moi comme c'est beau. Oui, ce livre est vraiment très beau. Spoiler alerte, il est pas terrible, mais il est très beau. On va suivre 2 personnages principaux, donc on est sur une dualité de perspective. Vous avez Anne qui est une jeune fille un petit peu modeste, qui connaît pas vraiment ses parents et qui cherche en fait à savoir qui elle est. Et de l'autre côté vous avez Altan qui lui est un ancien héritier de la couronne qui a été déchu, ses parents ont été destitués, tués. Et du coup, lui, il cherche à prendre sa revanche. Et leurs 2 destins vont se mêler l'un à l'autre. Et d'ailleurs, Caro et Alex, si vous passez par là, on va parler de petites choses dont on a parlé ensemble. Les débuts étaient vraiment très bien. L'univers, en plus c'est de la fantaisie asiatique et j'en avais envie à ce moment-là, parce que là je commence un petit peu à saturer parce que j'en ai lu beaucoup et je suis encore en train d'en lire, mais c'était vraiment sympa. Les personnages secondaires étaient super attachants, enfin de toute façon nous on a préféré les personnages secondaires aux personnages principaux, déjà c'est dire. Mais vraiment ouais, c'était une chouette histoire, et à peu près à partir du milieu c'est parti en cacahuète totale parce que l'auteur a vraiment rushé mais tout. J'avais l'impression, vous savez quand vous êtes soit en partiel soit en contrôle et que vous faites une dissertation et qu'il reste 10 minutes avant la fin, et qu'on vous dit il reste 10 minutes et vous avez à peine écrit le titre de votre grand 2. Bah, c'est exactement comme ça que moi j'ai ressenti la fin de ce livre, la deuxième moitié du moins. C'est que j'avais l'impression que l'autrice avait une deadline, ou avait voilà, un impératif, et elle est allée super vite dans tout ce qu'elle a écrit. Rien n'est développé, les scènes de bataille font 4 lignes, mais genre littéralement hein, 4 lignes, et il y a plein d'éléments super intéressants qui sont pas du tout exploités, et ça va trop vite, et on perd le fil en fait, on court après l'histoire, et du coup ça a été une déception parce que ça a commencé très bien et ça a fini très mal.
Quand je l'ai fini, j'ai dit que j'allais lire la suite parce que c'est un début de série. Je commence à me poser la question de si je le ferai effectivement ou pas. Je ne suis pas sûre parce que bien que ce soit une jolie édition et tout, je me dis est-ce que ça vaut le coup que je mette autant d'argent, parce que du coup si je prends la suite je la prendrai avec une édition qui match et du coup qui coûtera la peau des fesses. Donc est-ce que ça vaut le coup que je paye si cher et que je prenne du temps pour lire une suite qui va sûrement me décevoir? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais en tout cas, c'était un peu une grosse déception. Heureusement, vous allez voir, il y a quelque chose qui rattrape un peu tout. La lecture qui a suivi n'est autre que La mer au milieu de la maison Sériolène de TJ Klune et publiée chez De Saxus. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 500 pages, je crois. Vérifions. Alors oui, on a à peu près 500 pages et je l'ai lu en 2 jours. Voilà. C'était un quasi coup de cœur. Vraiment quasi, on était vraiment pas loin. Mais c'était une si belle histoire. Il manquait un petit truc, je pense, pour vraiment me dire c'est mon coup de cœur, mais on en était vraiment pas loin. En fait, c'est un petit peu une histoire dont la construction, la morale, la façon d'interagir entre les personnages fait très jeunesse. C'est vraiment calqué en fait sur des histoires jeunesse et des contes, mais c'est pour les adultes. Et c'est très étrange, c'est la première fois que je vois un livre comme ça en fait, avec cette construction narrative. Et donc on va suivre Linus qui travaille au ministère de la jeunesse magique. Et son boulot en fait c'est un petit peu d'aller dans les orphelinats et de vérifier si les enfants sont bien traités. Et il met des notes en fait. Et si les notes sont trop basses, les orphelinats sont fermés et les enfants vont ailleurs, en gros. Et là il a envoyé sur un orphelinat un peu spécial avec 6 enfants, je crois, oui il y en a 6. Donc 6 enfants très spéciaux et très dangereux parce qu'ils ont des grands pouvoirs. Vous avez par exemple Lucie qui est l'antéchrist, le fils de Satan, entre autres. Et cet orphelinat il est dirigé par Arthur Parnassus qui est un petit peu un homme un peu fantasque, voilà. Et Linus il va devoir aller noter cet orphelinat, mais petit à petit il va en gros... C'est un petit peu une famille d'adoption, il va trouver sa famille d'adoption et il va surtout apprendre à aimer chacun des enfants à leur juste valeur, même s'ils sont différents. Et franchement, mais c'est une bulle de bonheur et de douceur, de tolérance, d'amour. Vraiment, il y a plein de bons sentiments dans ce livre et plein de fois en lisant, j'étais genre... Oh, mais vraiment, je le disais et mon chéri me disait qu'est-ce que t'as? Je dis non rien, j'ai lu un moment assez mignon. Enfin voilà, j'étais tout le temps en train de faire oh, comme si on me montrait des vidéos de bébés chiots, vous voyez. Et vraiment, c'était un livre tout doux, tout plein d'amour et qui remonte tellement le moral et qui fait aussi réfléchir sur les différences et le fait que tout le monde n'est pas pareil, mais en fait c'est ça qui nous rend beau, c'est qu'on soit différents. Et en parlant de beauté, alors ok ça c'est joli, mais regardez-moi ça, il est sublime, vraiment c'est un très très beau livre. Ça a été quasiment un coup de cœur et je pense que c'est ma deuxième meilleure lecture du mois, vraiment c'était un livre mais... si beau, et j'ai hâte de lire le suivant qui va pas tarder à sortir dans quelques mois chez De Saxus. Je sais pas le titre qu'ils ont donné en français, mais en anglais c'est Under the Whispering Doors. Et voilà, je pense que celui-là j'ai mis longtemps à lire, mais l'autre non. Je pense que je mettrai pas longtemps à lire du coup. Ensuite on va passer à un audiobook et il s'agit de Celle qui brûle de Paula Hawkins et pour ça je remercie NetGalley qui m'a permis de l'écouter gratuitement en échange d'une revue en fait. Donc j'ai hésité à faire un post Instagram dessus. Mais vu que j'avais pas énormément de bonnes choses à en dire, je me suis abstenue parce que j'ai du mal sur Instagram à poster des revues vraiment négatives. Autant... sur YouTube j'arrive plus à parler, voilà ça sort. Sur Instagram j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que des mots c'est très visuel et j'ai toujours peur de blesser. Du coup on va parler de ce livre. Donc Paula Hawkins c'est l'autrice de La fille du train que j'avais lu et qui m'avait un peu laissé de marbre. Clairement, alors que tout le monde était là genre ah c'est trop bien. Et ben celui-là c'est un peu pareil, clairement. L'histoire m'a pas transcendée, le twist... était pas ouf.
Les personnages, je me suis pas du tout attachée à eux. Le seul personnage auquel je me suis attachée, c'est la grand-mère, et qui est un personnage secondaire voire tertiaire, donc autant vous dire que bon, voilà. J'avais presque même pas envie de savoir qui avait commis le meurtre en fait. Je m'en foutais un petit peu. Alors l'histoire de celle qui brûle, peut-être qu'il faut que je vous en parle. On retrouve le cadavre de Daniel dans sa péniche. Et du coup bah forcément la police va enquêter et va se rendre compte qu'il y a plusieurs femmes qui sont liées de près ou de loin à Daniel et qui pourraient avoir des choses à cacher. Et on va suivre ces 3 femmes à la fois dans leur présent, à la fois dans ce qui s'est passé juste avant la mort de Daniel, mais aussi dans vraiment le passé, parce qu'elles ont toutes un événement traumatique qui leur est arrivé, vraiment quelque chose de très très dur, et qui pourrait expliquer pourquoi elles auraient pu commettre le meurtre. En gros, je tiens à relever cependant que la narratrice Cachou Kirsch m'a vraiment gardée, investie un petit peu dans l'histoire, et je pense que c'est grâce à elle que j'ai un petit peu apprécié quand même, et enfin c'était un audiobook sympa, pas transcendant mais sympa, et si je l'avais lu je pense que je l'aurais arrêté parce que je m'en foutais, alors que Cachou Kirsch elle a une façon de narrer et de raconter l'histoire avec des intonations, des fois elle module sa voix pour vraiment soit peut vous séduire, pour que vous aimiez le personnage, soit pour vous faire peur. Enfin vraiment je trouve que c'est une narratrice de talent. Et bravo Cachou Kirsch pour m'avoir fait apprécier quand même mon écoute parce que clairement je pense que mon appréciation de cette lecture, enfin de cette écoute du moins, ne tient que à la narratrice, hein, clairement. Je pense que c'est ça. Après, j'ai lu beaucoup d'avis sur les Paula Hawkins et j'ai l'impression que c'est soit on aime beaucoup, soit on est vraiment ni chaud ni froid. Moi je fais partie de cette catégorie. J'avais envie de tester quand même parce que j'avais envie de voir si je m'étais pas trompée, ou alors que juste voilà il y avait un livre qui était pas fait pour moi, peut-être que je l'avais pas lu au bon moment, parce que ça aussi ça joue beaucoup chez moi. Mais non, au bout de 2 fois, avec pourtant une très bonne narratrice en plus audio, je crois qu'en fait c'est le signe qu'il faut que j'arrête de lire cet auteur. Elle n'est pas faite pour moi, c'est pas du tout mauvais, c'est juste qu'elle n'est pas faite pour moi. Donc voilà, je vais arrêter de lire ces romans. Il y en a beaucoup d'autres et beaucoup qui me tentent, donc ce serait dommage de s'acharner en gros. Ensuite on va passer à la lecture VO qui m'a fait aimer la lecture VO et la fantaisie asiatique. Il s'agit de Six Crimson Craves de Elizabeth Lim, et donc c'est la version Fairyloot, et franchement c'est le plus beau livre de ma bibliothèque. On va en parler juste avant. L'intérieur est bien aussi, enfin l'histoire, mais il faut absolument que je vous le montre parce que c'est vraiment le plus beau livre de ma bibliothèque. J'adore le rose de toutes ses formes et là je suis gâtée, vraiment. Donc je vous le montre déjà comme ça, hein, voilà. Déjà il est sublime. Et à l'intérieur, vous avez donc l'artwork sur la dust jacket et puis le naked hardback qui est trop beau, mais vraiment je trouve cette couverture tous ces détails en plus, une fois que vous avez lu l'histoire, qui sont tellement importants, et j'adore ce genre d'illustration presque dessinée avec des bords qui sont pas, vous savez, qui sont pas droits, qui sont un peu flous, et vraiment ces couleurs, enfin vraiment je le trouve magnifique. Mais bon bref, il s'agit d'une réécriture de contes qui mélange plusieurs contes, mais notamment les 12 signes des frères Grimm, qui sont là des espèces de hérons. Alors c'est pas le nom exact, mais ce sont des hérons chinois, japonais, à la place des signes tout simplement. Et donc on va suivre Shiori, qui est une princesse, et en fait elle a une magie en elle, mais c'est une magie qui est interdite. Ça fait un peu écho au livre d'avant, hein, qui est interdite, donc elle la cache, sauf qu'un jour sa belle-mère se rend compte que donc elle possède la magie, et elle va transformer ses 6 frères en hérons, enfin des cranes du coup, et elle va la réduire au silence, et elle lui dit que si jamais elle parle, un de ses frères mourra. Donc elle s'exile parce qu'elle a peur, et elle ne prononce plus un mot. En plus de ça, alors ça nous a beaucoup fait rire, puisque ça fait partie d'un autre conte chinois,
la fille a un espèce de bol sur la tête, comme ça, un gros bol en bois. Et ça nous a beaucoup fait rire parce qu'on trouvait ça assez cocasse, mais en fait c'est juste que ça fait partie d'un mythe chinois et que nous on n'a pas l'habitude de ce mythe, du coup on était genre hein? Pourquoi elle a un bol sur la tête? Et du coup elle va donc partir en exil et essayer de refaire sa vie jusqu'au jour où elle rencontre un garçon qui en fait elle se rend compte était censé être celui qu'elle devait épouser en tant que princesse. Et elle va tout faire pour essayer de libérer ses frères de la malédiction. Alors vraiment c'est un Disney, c'est une lecture Disney, c'est si doux, réconfortant, il y a des personnages qui sont trop mimes, les méchants sont très méchants, il y a des retournements de situation, les personnages ne sont pas ceux qu'on pensait qu'ils étaient, il y en a beaucoup comme ça, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Le rythme de l'histoire est constant, continu, il y a de l'action mais pas trop, c'est vraiment, on se laisse porter par cette histoire. C'est une très belle histoire avec une morale mais légère, pas une morale omniprésente comme dans les contes traditionnels. Vraiment, si vous cherchez une lecture de fantasy asiatique en VO, je vous le conseille, sachant que moi la version Fairyloot est magnifique mais que la version de base est aussi sublime, vraiment elle est très très belle aussi. Donc je vous le conseille si jamais vous cherchez un petit VO sympa, pas trop difficile et avec cette ambiance un peu conte et asiatique. La lecture d'après ne fut pas moins que Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, publié au livre de poche, qui fait 1064 pages à peu près, un truc comme ça. Donc c'est le deuxième tome de Fils des Brumes et là encore vu que c'est une suite de saga je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans ce tome là. Par contre je peux vous parler du premier tome qui est l'histoire de Vin, donc c'est la demoiselle ici, qui a 16 ans et qui est une ska, c'est à dire qu'en fait c'est une... Dans ce monde là vous avez les nobles et les esclaves qui sont des skas. Le système de magie dans ce monde-là s'appelle l'allomancie, c'est le pouvoir de contrôler les métaux en les agérant et en les brûlant à l'intérieur de soi. Normalement c'est une capacité qui est réservée aux nobles, mais si jamais les nobles font des petits bâtards avec les skas, ben, il y a des chances que cette capacité se transmette. Normalement on ne peut utiliser qu'un seul métal et du coup ça s'appelle un brumant. Mais à de rares occasions les personnes peuvent utiliser tous les métaux et on appelle ça des fils des brumes et eux c'est un peu l'élite au niveau de la magie, ils sont trop forts quoi. Et il se trouve que Vin est une fille des brumes et elle rencontre Kelsier qui est un autre ska qui lui aussi est un fils des brumes et lui c'est un petit peu un mec un peu voilà charmeur avec du bagou et tout et il veut la recruter pour essayer de renverser l'empire ultime parce que dans cette histoire les méchants ont gagné. Voilà. Et donc on va suivre toute une bande de rebelles qui va essayer d'infiltrer la société pour la renverser de l'intérieur et c'est vraiment le tome 1 était un coup de cœur absolu. Le tome 2 était un peu plus en demi-teinte. Alors c'est une très bonne lecture mais par rapport au tome 1 je trouve que il y a l'effet tome 2 je trouve. Où ça rebaisse un petit peu. Voilà, le tome 3 en général est encore mieux, mais le tome 2 souvent il pâtit un petit peu et c'est exactement ce qui s'est passé. Le début est un peu long. Clairement, il se passe pas grand chose au début et du coup tout se met en place mais tout ce qui est complot politique ça tarde un petit peu. Les personnages changent pas forcément en bien. Moi j'aimais beaucoup Elend qui était un bohémien, même si c'était le fils de la plus grande maison noble, il était bohème, il était... voilà, il lisait sur son balcon pendant que les autres dansaient, il était naïf, insouciant, et tout d'un coup il devient très sérieux, très... je dois, pour certaines raisons, j'ai failli dire un gros spoiler, mais je dois être un petit peu... voilà, responsable quoi, et c'est vrai que il m'a manqué. Pareil pour Valette qui est un petit peu Vin quand dans le premier tome elle essaye d'infiltrer la noblesse avec ses petits bijoux, le fait qu'elle n'a jamais rien eu mais qu'elle adore tout d'un coup mettre des jolies robes, qu'elle se prend un peu au jeu et j'ai trouvé ça vachement sympa comme personnage et là elle aussi elle est beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins frivole en fait. Et du coup ça m'a un peu, voilà, à la fin je m'y suis habituée mais sur le coup ça changeait vraiment du tout au tout et voilà, ça m'a manqué un petit peu. La fin par contre... What? J'ai l'impression que Brandon Sanderson pour les fins, pour les twists, il est
hyper bon parce que c'est le deuxième livre que je lis de lui et à chaque fois je suis là genre mais il faut que je lise la suite en fait. Ce qui fait que même si ce sont des pavés de 1000 pages, je crois que je vais lire la trilogie en 3 mois. Parce que j'ai envie de savoir la suite. Là il faut que je sache la suite et puis en plus il paraît que le 3 à la fin est incroyable. Donc ça me donne très envie de le lire. J'ai déjà acquis le 3e tome. Ce qui est rare hein, parce qu'en général quand je lis des séries, je lis un tome et après j'attends. Puis un jour je me dis ah c'est vrai que j'ai pas la suite et j'achète la suite. Alors que là aussitôt fini, aussitôt commandé. Ouais c'était une très bonne lecture mais je trouvais qu'elle était un petit peu en deçà du premier tome. Mais j'espère que le tome 3 va faire retrouver ses lettres de noblesse à cette histoire et que la conclusion sera... On n'a pas fini, je vous avais dit que ça allait être long. Le livre que j'ai lu ensuite c'est Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson, publié chez Calman Levy. C'est un petit livre, oui je dis petit parce qu'il fait 300 et quelques pages alors que j'ai lu des grosses pavasses quand même ce mois-ci. Et dans ce livre on va suivre 3 temporalités avec 3 personnages. Vous avez notamment Maxine qui est une enquêtrice de police et après vous avez Lina qui est une jeune fille qui se fait un petit peu malmener dans les années 1940 et vous avez à la fin des années 1890 une noble femme qui perd ses enfants dans un incendie. Et on va suivre les 3. Mais surtout Maxine dans le présent parce que elle est donc inspecteur de police au Québec et elle se rend sur les lieux du crime où elle trouve son ancienne institutrice à côté de son mari qui a été poignardé un nombre incalculable de fois. Elle est remplie de sang et ça choque tout le monde parce que c'était une figure un petit peu cette institutrice vieille comme ça qui a vu tout le monde grandir et tout le monde est super choqué. Et en fait on va suivre donc l'histoire de 3 femmes à des époques différentes reliées par la maternité notamment, mais dans toute cette histoire il y a un gros côté ésotérique avec de la sorcellerie. J'ai été un peu surprise par la fin, mais je dirais que j'ai été trop surprise par la fin. C'est-à-dire que normalement, en général, je suis là genre ah ouais mais c'était devant mes yeux, franchement bête. Et là, je me suis dit mais ça sort un peu de nulle part en fait. Vraiment, il y avait aucun indice et ça je trouve ça un peu dommage quand c'est un petit peu sorti voilà du chapeau. C'est peut-être ce que j'aurais à reprocher à cette histoire. Sinon c'était très sympa, franchement je l'ai lu en presque 24 heures, ce qui veut dire quand même que c'était addictif et que j'avais envie de tourner les pages, de savoir la suite. Autre petit point un peu moins bien, comme souvent quand il y a trop de points de vue différents, il y en a un que j'aime moins et où je m'en fous un petit peu et ça a été un petit peu le cas avec la jeune fille des années 1950. J'étais pas du tout investie dans son histoire. Pourtant tout se lit ensemble mais je lisais un petit peu en diagonale, c'est parti. Malgré tout ça reste un roman que je recommande, c'était très sympa. Ça change en plus parce que ça se passe au Québec et le style narratif vraiment j'ai trouvé très intéressant et c'est une autrice française, il faut soutenir les auteurs français. Donc si vous avez envie d'un thriller un peu pas trop prise de tête, facile, voilà, qui se lit très vite, qui se dévore presque en une seule prise on va dire, je vous le conseille, donc Te tenir la main pendant que tout brûle. Ensuite on va parler d'une très bonne lecture, qu'il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. C'est publié chez Charleston et franchement ça a été une très bonne lecture, pleine de douceur et d'amour maternel, mais pas que. En fait c'est une histoire d'amour mais de plein d'amours différents. Et je sais pas, c'était comme un petit moment de douceur. Il y a un moment qui fait un peu, pas flipper, hein, parce que soyons honnêtes, mais qui retourne un petit peu le lecteur et qui lui fait changer totalement d'émotion. Mais dans l'ensemble, c'est un roman sur l'amour sous toutes ses formes. Il est plutôt court, je crois qu'il fait 400 pages. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui s'appelle Johanna qui vient de survivre à un cancer et qui trouve dans son jardin une petite fille toute débraillée avec de la terre sur elle et tout, qui dit qu'elle s'appelle Ursa et qui dit qu'elle vient de l'espace. Alors je trouve ça un peu bizarre mais elle se dit que la petite fille a peut-être peur de quelque chose et que peut-être qu'elle imagine quelque chose pour ne pas faire face à la réalité tout simplement, et elle l'accueille pour la journée ou pour le dîner chez elle. Mais petit à petit la fille ne part pas et du coup elle la prend un peu sous son aile
Et en parallèle, vous avez aussi le fermier du coin qui va venir l'aider et il y a une relation qui va se nouer entre tous ces personnages, pas que les deux protagonistes principaux ou pas que entre Johanna et la petite fille. Vraiment, vous avez des relations qui se créent et qui s'entremêlent entre beaucoup de personnages et qui... vraiment, ouais, je le redis, mais pour moi c'est un roman sur l'amour. C'était une très bonne lecture, c'était pas un coup de cœur, mais pareil, il y a des moments où j'étais là genre... Oh. Enfin voilà, c'est une très bonne lecture. Alors attention, hein, les personnes qui cherchent du fantastique, il n'y a pas de fantastique dans cette histoire, je vous le dis, parce que moi je croyais qu'il y avait un petit twist un peu réalisme magique ou quelque chose comme ça. Pas du tout, c'est vraiment du contemporain, mais ça m'a vraiment séduite et ça confirme le fait que j'aime beaucoup la ligne éditoriale de Charles Stan et que je vais continuer à suivre leur sortie parce que j'ai envie de ce genre de romans, ce moment de romans qui font du bien, qui sont plein de... Voilà, de sentiments où on se sent bien, où on se sent dans un petit cocon. Voilà, c'est ce genre d'histoire que j'ai envie de lire en ce moment, en contemporain en tout cas. Voilà, je vous le recommande en tout cas. Il est assez court donc il se lit vite. Et c'était une très bonne lecture. Ensuite on va passer à un audiobook en anglais. Il s'agit de My Body de Emily Ratajkowski. Voilà. Il est sorti chez Seuil en français si jamais ça vous intéresse. Je vous avais dit que j'avais envie de tester des audiobooks et notamment de la non-fiction sur des sujets qui m'intéressent et je l'avais pas du tout imaginé celui-là et j'ai vu une vidéo où une booktubeuse panaméenne qui s'appelle Mel Reeds en parlait avec beaucoup de très bons avis et expliquait que c'était en fait un essai sur son rapport avec son corps à travers vraiment beaucoup de situations différentes. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. En plus, il faisait 6 heures d'écoute, donc c'était plutôt raisonnable. Et donc je l'ai écouté et je suis assez mitigée sur cette écoute parce que autant il y a des parties de cet audiobook, des sujets, notamment par rapport à la maternité ou par rapport à l'adolescence quand on devient une femme, que j'ai trouvé très intéressant et très bien narré. Parce qu'en plus c'est Emily Ratajkowski qui narre l'audiobook. Autant il y a certains passages où je trouvais qu'elle était un petit peu en... Comment dire? Elle se contredisait beaucoup. Parce que elle... À la fois, elle va glorifier un petit... Ah, peut-être pas glorifier, mais à la fois, elle va dire du bien sur l'industrie et sur le fait qu'elle aime, par exemple, avoir pleine conscience de son corps et pouvoir poser nue sans que ça lui pose problème parce que c'est son corps. Et à la fois, elle va dire que l'industrie la sexualise et... Je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu contradictoires là-dedans. Je pourrais pas, enfin je vous l'explique très mal, je pense qu'il faudrait l'écouter vraiment ou lire pour comprendre de quoi je parle. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment des contradictions dans ce qu'elle disait. C'est assez bien écrit, j'étais assez étonnée, enfin du coup, en écoute en tout cas, ça passait très très bien. C'était intéressant, mais voilà, il y a des contradictions je trouve dans son discours. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien, mais pas incroyable quoi. Parce que voilà, je trouvais que elle n'était pas en concordance avec elle-même. Je pense que je vais pas en dire plus parce que vu que c'est de la non-fiction en plus, c'est très subjectif. Il y a beaucoup de ressentis qui doivent jouer là-dedans. En tout cas voilà, c'était assez sympa et je pense que je vais essayer de lire plus de non-fiction en audiobook anglais parce qu'il y a vraiment sur l'application Scribd que j'utilise un choix incroyable en audiobook anglais, en non-fiction, alors que le catalogue français est vraiment pérave, il est naze hein, clairement, sauf si c'est des œuvres libres de droit telles que tout ce qui est Victor Hugo et compagnie, vous allez rien trouver sur cette plateforme en français. Par contre si vous lisez en anglais, ça peut être intéressant. Et enfin on va finir sur une note très triste, mais alors genre vraiment triste parce que je pensais pas que je dirais ça un jour. Mais le dernier livre que j'ai lu en janvier c'est Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Hein, il vient de sortir en poche, je l'ai tout de suite lu. En fait je l'ai reçu, je l'ai commencé le soir même je crois.
Pour rappel, et je tiens à le rappeler parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais j'adore Melissa d'Acosta. Je suis prise aux tripes à chacune, enfin j'étais prise aux tripes à chacune de ses histoires et je pense qu'elle a un talent pour narrer la souffrance et la reconstruction qui est quasi inégalable. Vraiment, je trouve que c'est une autrice de grand talent. Et c'est pour ça que je suis si triste de dire que je n'ai pas aimé ce livre. Et vraiment, je pensais pas dire ça un jour. Et c'est pour ça que je dis attention, ce n'est pas un mauvais livre. C'est juste que moi je ne l'ai pas apprécié. Et j'en suis la première vraiment dévastée presque. Hein, parce que ça fait partie de mes autrices préférées. Et j'étais sûre que j'allais chialer encore et être prise dans cette histoire. Et pas du tout. Et je suis si triste. Mais si triste. Je suis plus triste de ne pas avoir aimé ce livre que de l'avoir lu. Enfin, vraiment c'est pas facile pour moi de... Vous savez, c'est un petit peu comme quand votre acteur préféré fait un film que vous n'avez pas aimé et vous êtes là genre... Ou votre franchise préférée. Il y a un film dans votre franchise préférée qui vraiment vous l'avez pas aimé, vous êtes là genre... Mais j'avais envie de l'aimer. Et c'est ça en fait, j'avais envie d'aimer cette histoire. Et je pense que si je ne l'ai pas aimé, c'est pour une raison très particulière. C'est qu'on va suivre... Ambre, qui est une jeune fille de 20 ans et qui en gros avait une aventure avec un homme marié de 40 ans. Là déjà ça commence mal parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout et j'aime pas du tout ce genre de synopsis et de construction de personnages. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc déjà ça commençait pas très bien. Et en fait il va l'envoyer dans une station de ski d'une de ses connaissances pour en fait se débarrasser un petit peu d'elle hein, parce qu'elle a fait une tentative de suicide et lui il essaye de reconstruire sa famille avec sa femme et du coup sur place elle va retrouver des saisonniers qui sont tous brisés d'une certaine façon et ils vont tous cohabiter parce qu'en plus les saisonniers en général voilà c'est une façon de vivre un peu particulière et grandir et guérir ensemble. En soi, oui, mais Ambre est méchante. Alors, elle est méchante parce qu'elle est blessée, mais elle est méchante. Et j'ai pas du tout, en fait, connecté avec ce personnage. Et c'est le personnage principal. Et dans les deux premiers, j'avais tout de suite connecté avec le personnage principal et ça m'avait pris aux tripes et j'étais dedans, quoi. Et là... Entre le fait que ce soit la maîtresse d'un homme marié et le fait que quand elle est triste et qu'elle est blessée, elle en devient méchante, j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage. Et du coup, je suis passée à côté de l'histoire. J'ai pas réussi à m'investir, j'ai pas réussi à être émue, j'ai pas réussi à vraiment aller au fond des choses. Et franchement, je vous le redis, hein, mais j'aurais vraiment voulu adorer ce livre. Et je pense juste que j'ai fait un blocage avec le personnage principal et du coup je me suis pas investie dans l'histoire. Bon voilà, ça arrive hein, ça arrive qu'on n'aime pas un livre de son auteur préféré. Est-ce que ça change quelque chose du fait que ce soit une de mes autrices préférées? Non. Est-ce que je vais lire la suite? Oui, quand même, parce qu'il y a une suite qui va arriver de ça. Est-ce que je vais lire tous les autres livres qu'elle va sortir un jour? Oui, bien sûr, parce que j'adore Melissa d'Acosta et que pour moi c'est juste un loupé. Voilà, je n'aime pas le personnage principal, donc forcément c'est un petit peu dur de s'attacher à l'histoire. J'ai quand même vu que normalement c'est le premier livre qu'elle a écrit, mais elle l'a auto-édité il y a très longtemps. Et je me dis, est-ce que c'est pas pour ça que je l'ai moins aimé aussi? Parce que du coup, c'était une plume très neuve, très bleue, et ça se ressent. Moi je trouve que ça se ressent en fait. Je trouve que sa plume est beaucoup plus élaborée, beaucoup plus mélodieuse dans ses autres livres. Et je me dis qu'entre le fait que le personnage ne m'a pas plu, plus le fait que c'était une plume qui était beaucoup plus jeune que les autres, ça fait que voilà, je m'attendais à beaucoup et j'ai été déçue. Est-ce que si je l'avais lu avant de lire tous les autres, je l'aurais apprécié quand même? Plus, ça j'en suis sûre.
Mais voilà, moi ça a été une déception. C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était une déception. J'étais triste de ne pas aimer ce livre. Je lirai quand même la suite, mais j'étais triste de ne pas aimer ce livre. Et voilà, c'est comme ça. Ça arrive, c'est la vie. On peut aimer des auteurs, on peut aimer des genres, mais il y a un livre qui ne va pas connecter. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ça change pas tout le bien que je pense de cette autrice. Et je sais que beaucoup de personnes ont adoré cette histoire et vont pas du tout être d'accord avec moi. Et je le conçois totalement, je vois pourquoi cette histoire peut émouvoir certaines personnes. Et je vois pourquoi certaines personnes peuvent adorer ce livre. Hein. Clairement, hein, je ne crache pas du tout dessus. C'est juste que moi, ça n'a pas marché malheureusement avec moi. Mais c'est pas grave. Je pardonne Mélissa. Je l'aime toujours autant. Et c'est sur ces paroles que nous terminons donc ce bilan de janvier. Il était très long, j'ai lu beaucoup de livres. Celui du mois prochain sera beaucoup plus court vu mon rythme de lecture là, clairement. Je sais même pas s'il y aura 5 livres. On va essayer. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou des petits j'aime, ou même si jamais vous pouvez le partager. C'est très dur pour moi de vous demander ça parce que je suis très gênée de vous demander de partager cette vidéo, mais c'est vrai que pour un petit compte comme le mien, le partage c'est important. Et ça me ferait très plaisir, voilà. Il y a certaines personnes, notamment Mélanie, qui le font et à chaque fois ça me touche énormément. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier en lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture du mois. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous!